Magnifique. Voilà. Donc oui, Amélie, on fonctionne. enregistre et on enverra, vous pouvez nous envoyer vos adresses email pour qu'on vous envoie le replay sans souci. Extra. Alors, je m'appelle Esther Serre, moi, je suis la directrice et fondatrice de l'Institut CalInsight, basé à Lausanne. On est spécialisé dans les sondages et les études de marché, tant quantitatifs que qualitatifs. Et j'ai le plaisir de travailler avec ETL depuis maintenant 7 années, d'avoir mené notamment quelques projets avec Ludmilla, encore avec Coca. Et avec Fanny, on se connaît depuis plusieurs mois, et puis on a initié également une collaboration ensemble sur la partie enquête RH. Et voilà, je me réjouis de vous présenter les résultats. Tout à fait. Alors, je suis Lune Lac, je suis responsable du personnel, recrutement et gestion des ressources humaines au transport public de Lausanne, plus connu sous le nom des TL, qui font vraiment partie de l'agglomération lausannoise et qui sont une partie, je pense, du visage de la ville, on peut le dire. Je me réjouis d'échanger avec vous sur cette thématique essentielle de la satisfaction au travail, surtout en ce moment. Donc moi, je m'appelle Aurélie Dervini, je m'occupe du recrutement donc chez Coca, où je suis Talent Acquisition et Employer Branding Manager, et je me réjouis aussi aujourd'hui d'échanger avec vous sur ce sujet tellement important sur la marque employeur. Et moi, je m'appelle Fanny Combat, je suis fondatrice de Combat Consulting et j'accompagne les entreprises dans le développement de leur marque employeur depuis 2015. Et je me réjouis d'être là, évidemment, et de pouvoir interagir avec vous. Un petit point, juste si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. On va essayer d'y répondre. Si ça fait sens dans la discussion, on répond en direct. Et sinon, ça sera à la fin. Il y aura une session questions-réponses à la fin. N'hésitez pas d'interagir dans le chat. C'est parti avec la première partie sur les résultats de cette étude. Donc, on a sélectionné seulement une dizaine de slides, mais comme vous le savez, le rapport est téléchargeable sur la page de l'événement sur LinkedIn. Vous pouvez voir l'ensemble des résultats. Nous, on s'est concentré sur les résultats clés, puis d'être en lien quand même avec les thématiques abordées aujourd'hui. Donc, je vais juste rappeler que l'échantillon consulté, donc c'est 900 personnes qui sont en emploi en ce moment en Suisse romande. Un échantillon représentatif au niveau du genre, au niveau du niveau de formation. Et bon, ça, on pourra y revenir plus tard, vu qu'on s'est déjà présenté. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet des résultats. Donc, un panel de personnes, environ, donc comme vous pouvez le voir, environ un tiers dans les catégories d'âge générales, donc les moins de 35, les 35-50 et les plus de 50 ans. Et puis, ce sondage était relativement long dans le sens où il a été diffusé sur les réseaux sociaux également. Et c'est vrai qu'en général, on essaie d'avoir des sondages qui sont plutôt calibrés sur du 5 minutes. Donc là, on était un peu sur la limite avec un sondage de 7 minutes, mais qui a remporté pas mal d'intérêt, diffusé à la fois sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. Et on entre à présent dans le vif du sujet. Tout d'abord, avec des nouvelles réjouissantes, puisque c'est 87% des Suisses romands qui sont heureux au travail, donc 41% beaucoup. Alors, on peut se dire, globalement, si on est à presque 90% de satisfaction au travail, tout va bien, il y a le taux de chômage qui est faible. Qu'en est-il de la suite? Eh bien, on peut observer que ce sentiment de bien-être, il est surtout élevé dans les très petites ou dans les structures vraiment de plus petite taille en Suisse romande, avec, vous pouvez le voir, 2/3 des personnes les plus satisfaites dans les TPE. Et puis, par contre, le moyen, c'est surtout chez les personnes de plus de 50 ans et aussi dans les grandes entreprises. Nous avons également évalué pas mal de paramètres sur le côté le relationnel, notamment l'aspect salarial, tout ce qui touche aux conditions de travail, la flexibilité. Et ce qu'on voulait vous dire ici, c'était que sur l'aspect relationnel, d'autant plus maintenant avec le télétravail et autres, on voit que c'est un facteur qui reste très important avec l'environnement de travail et que là, on a presque 2/3 qui sont tout à fait satisfaits et qu'à nouveau, le côté moyen, c'est dans les grandes entreprises. Ce que ce sondage nous apporte également comme information, c'est que pour le côté, les relations avec mon management ou mon patron, en fonction de la taille de la structure, on peut voir qu'on a presque la moitié quand même qui sont vraiment tout à fait satisfaits et trouvent leur patron ou management bienveillant. Par contre, ça veut dire qu'il y en a quand même 1 sur 2 qui ne le jugent pas aussi bon. Et à nouveau, plus l'entreprise est grande et aussi plus on avance dans sa carrière en termes d'âge, plus ce sentiment-là est plus critique et plus bas. Et alors, cette slide-ci vous montre finalement que dans les attentes par rapport à son employeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que déjà, c'est un salaire plus élevé, c'est normalement l'item qui ressort souvent dans le haut de la liste, même si ce n'est pas toujours en déclaratif celui qui a le plus d'impact quand on va choisir un job ou si on va rester ou partir, ou quitter un emploi. Mais c'est vrai que dans ce contexte aussi d'inflation et puis aussi d'insécurité au global,
on voit que les hausses de salaire vont être l'attente principale avec la reconnaissance et la valorisation dans le travail. Et cet aspect de reconnaissance et de valorisation, c'est un des aspects qu'on va justement évoquer ensemble, parce qu'il peut passer par plein de choses. Il y a le salaire, mais il y a évidemment d'autres attentes en lien avec cette reconnaissance et cette valorisation. Ce qu'on voulait également mettre en avant, vous pouvez le voir là, c'est tout l'aspect organisationnel qui est pas mal bousculé aussi avec le travail à distance qui a été mis en place pour les personnes qui peuvent le pratiquer. Ce n'est pas le cas de tout le monde et ça aussi, on en parlera tout à l'heure avec Aurélie et Ludmila. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a tous ces aspects sur la gestion du travail pour un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle, pour une meilleure gestion des délais et donc du stress. Et au global, de voir comment on peut gagner en flexibilité et donc en bien-être personnel. Je te laisse avancer, Julia. Puisque ce qui va nous intéresser, c'est de se concentrer évidemment sur les top priorités et de voir aussi vous, en tant qu'employeur ou en tant que personne responsable des ressources humaines, quelles sont ces attentes. Alors rapidement vous dire que le salaire, donc on a quand même relancé sur ce point puisqu'on savait que ça arriverait évidemment dans le haut de la liste. Est-ce que c'est un facteur essentiel dans la satisfaction au travail? En gros, non, pour 60% quasiment, c'est pas essentiel, même si c'est quand même important. Donc ça permet de relativiser aussi le ranking juste précédemment qui nous montrait que c'était l'attente numéro 1. Donc c'est un nice to have, mais voilà. On a posé encore la question derrière si les personnes se jugeaient correctement payées aujourd'hui par rapport au travail fourni. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 48% ne jugent pas. Et on a constaté, quand on croise les data, que c'est surtout le cas dans le parapublic et chez les personnes qui disent effectuer, donc en déclaratif, un travail pénible. On avait pas mal dans le secteur, évidemment, des soins et aussi tous les secteurs manuels, ouvriers et les gens de terrain. Et pour terminer, on avait encore une dernière question sur cette reconnaissance. Puisque vous vous rappelez, c'est la priorité numéro 2 dans les attentes vis-à-vis de l'employeur. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez suffisamment valorisé au travail? Et là, la bonne nouvelle, c'est que pour 43%, c'est le cas. Après, pour les moyens, pas du tout. On peut voir là que c'est surtout justement dans ces professions plus manuelles, de terrain, santé, mais pas que. Il y avait aussi dans le public des personnes qui ne se sentent pas suffisamment valorisées. Nous en parlerons donc également de cette valorisation. Et pour terminer, c'est vrai que le gros livrable de l'enquête, c'est de nous dire que ce que les Suisses romands, et certainement pas que les romands attendent le plus aujourd'hui, c'est une forme de reconnaissance pour qu'ils soient plus engagés, plus impliqués. On voit que parce qu'on a parlé aussi très concrètement de c'était quoi la quête de sens pour vous aujourd'hui, et on voit que pour les romans, ça passe beaucoup par quelque chose de très individuel. Donc ça va être de me sentir utile dans ce que je fais, de pouvoir concrétiser et voir l'utilité qui va se matérialiser dans le cadre de mon travail. Donc, on voit que les gens de bureau étaient parfois un petit peu moins heureux sur cet aspect-là. On voyait évidemment que la valorisation passait par du relationnel, donc dans tout ce qui est un peu les basiques, l'encouragement, les feedbacks, etc., et aussi par la valorisation financière. On a vu que sur ces attentes de flexibilité, il y avait des progrès à faire au niveau de l'organisation du travail et que les règles avaient quand même changé par rapport au travail à distance pour les gens de bureau, mais qu'il y avait un gros quid. Et puis nous, les 2 tiers quand même qui sont encore sur le terrain, puis qui n'ont pas le télétravail, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous pour améliorer notre équilibre vie privée, vie professionnelle? On a vu aussi dans l'enquête qu'il y avait beaucoup d'attentes sur l'exemplarité de l'employeur, mais qu'aujourd'hui, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait encore un gap entre ce qui était promis, vendu, et puis une fois que j'arrive, en fait, la réalité du terrain et la culture d'entreprise qu'on m'a promise, elle n'est pas vraiment là. Ou parfois, l'exemplarité est parfois jugée comme du greenwashing ou dans différents secteurs. On avait vu notamment dans le secteur de banking, qu'il y avait un petit peu aussi des interrogations par rapport à ça, que l'image véhiculée n'était pas aussi jolie que ce qu'on vivait. Et pour terminer, qu'il y avait aussi des attentes, et c'était en lien avec le relationnel. Beaucoup de personnes nous disaient, moi, j'ai un plaisir à aller au boulot pour le travail que je fais, mais aussi pour me retrouver avec les collègues, avoir des bonnes relations avec mon chef, ma hiérarchie. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour continuer à créer du lien, célébrer les succès et avoir tous ces moments informels qui font qu'on a plaisir à être ensemble, à se retrouver, échanger et avoir vraiment plaisir à venir au travail. Voilà pour un peu dans les grandes lignes les résultats de l'étude. Et puis maintenant, la partie que je trouve la plus riche, la plus intéressante, c'est de voir aujourd'hui, à partir de pratiques et de vos retours d'expérience, qu'est-ce qui se fait sur le terrain de votre part, chez les employeurs, chez nos clients, pour pouvoir donner des inspirations et des moments peut-être de pratique qui ont peut-être réussi ou qui ont échoué, pour pouvoir inspirer les personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Et je laisse la parole à mes invités pour parler, dans un premier temps, peut-être de la reconnaissance. Merci Esther. Effectivement, donc c'est une enquête qui est assez riche qu'on vous invite si jamais à télécharger dans son intégralité sur l'événement LinkedIn. Il y a encore tous les liens pour la télécharger, pour aller un petit peu plus en profondeur. Nous, on a voulu cadrer cette discussion et cet échange sur plusieurs thématiques qui vont être justement ce que tu as pu relever sur la notion de reconnaissance, confiance, implication, comment on implique aujourd'hui les collaborateurs. On aimerait parler flexibilité et organisation du travail, on va avoir des cas, et cette notion d'attractivité employeur, marque employeur. Donc, pour commencer, déjà sur le sujet de la reconnaissance, de la confiance et de l'implication, sur cette question de sens à proprement parler, peut-être une première question pour toi, Aurélie, chez Coca. Qu'est-ce que vous avez mis en place récemment aussi pour justement répondre à cette notion d'implication et de sens auprès des collaborateurs? Alors, chez Coca, on travaille sous un système de gouvernance qui est un petit peu différent puisqu'on travaille en holacratie. L'holacratie, en quelques mots, c'est l'inverse du système pyramidal très classique qu'on connaît partout, et ça valorise réellement les employés. Ça les valorise parce que chacun a des redevabilités, chacun devient responsable de son travail et chacun travaille en autonomie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est laissé de côté, hein, ça veut juste dire que les personnes sont vraiment impliquées. C'est comme ça qu'on implique le plus en fait les salariés, c'est en évitant tous ces silos organisationnels aussi et en faisant en sorte de ramener justement l'employé au centre de son travail finalement. Donc, c'est quelque chose d'en faire un bébé en holacratie, je le dis souvent. On n'est pas encore l'organisation la plus mature sur le sujet, mais en tout cas, on essaye. On l'a lancé donc en octobre 2021. Et puis, on a des formations régulières aussi en interne avec une société externe qui nous explique, enfin, qui regarde avec nous ce qu'on a mieux fait, moins bien fait, ce qu'on pourrait faire évoluer, et tout ça toujours en faisant participer justement l'ensemble des salariés. Pour le moment, ça se vit comment, du coup? Les premiers constats que vous avez depuis une année et des poussières, qu'est-ce qui Alors, ça? Plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des schémas. C'est comme l'éducation, quand on a grandi dans un système et qu'on a toujours été là-dedans, c'est très difficile de sortir de ces schémas classiques de management. Mais nous, on arrive quand même là à en sortir, et je pense que les collaborateurs prennent aussi leurs responsabilités et prennent leur poste. C'est ça, en fait, la différence avec une société où on peut être tenté à avoir du micromanagement parce qu'on a des positions hiérarchiques très fortes. Là, le fait qu'on parle de cercle et plus d'équipe, qu'on ait des leaders de cercle qui soient bien identifiés, mais qui font fonctionner justement tout le reste du cercle, mais que chaque voix compte, que chaque personne est importante, ça fait la différence. Parce que du coup, on est aussi responsable. Quand on a cette liberté-là, ça amène des responsabilités. Donc, la liberté qu'on a chez Coca de pouvoir donner sa voix et de pouvoir dire au sein de son cercle ce qu'on pense des projets en cours ou présenter son travail, cette valorisation-là, elle amène aussi les responsabilités derrière. On ne peut pas aller se cacher non plus derrière son voisin. Donc, il y a vraiment des bons et des côtés où c'est un peu plus compliqué encore pour nous parce qu'on a encore une société jeune, mine de rien, même si Coca a 17 ans. Et puis, c'est un système organisationnel là qui, chez nous, n'a encore qu'un an et demi. Donc, oui, en général, j'aurais pu penser que c'était des choses mises en place dans les startups. Moi, sur mon phase initiale et démarrage. En général, c'est plutôt le cas. Après, d'autres sociétés comme Amazon ont essayé et ont arrêté parce que je pense que quand on a un système comme ça qui est déjà énorme, c'est peut-être un peu plus compliqué en termes de temps et d'investissement parce que c'est un investissement de changer aussi de système de gouvernance. Là, chez Coca, il y avait encore la place pour le faire. On dit souvent 17 ans, on est encore à l'âge un peu adolescent, donc c'était encore quelque chose de possible et de malléable chez nous en tout cas. Et puis, il y avait une vraie volonté, mais surtout, Coca n'était déjà pas non plus inscrit dans un système managérial très profond et très ancré. Donc, c'est aussi ça qui fait que c'est plus facile que si une banque décidait de passer demain au système holacratique. Est-ce que tu dirais que ça convient à tout type de personnes et est-ce que ça a convenu à tous les collaborateurs? Parce que vous êtes combien aujourd'hui chez Coca? On est 218. Et puis, est-ce que ça a convenu à vos 218 personnes? Alors, je pense que non. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas plaire à tous ses collaborateurs. Ça, c'est un truc sur lequel il faut bien être conscient et c'est pas grave. On avait des gens qui étaient là depuis très très longtemps dans l'entreprise. Quand on a fait 10 ans quelque part, c'est aussi logique que ce système-là et le fait que ça change, ça ne vous plaise plus. C'est aussi possible que quand on a un profil trop junior, ce soit un peu plus compliqué de se driver dans une organisation comme ça où le management est plus light justement, où on est justement très responsable de son travail. Donc non, ça ne convient pas à tout le monde. Je dirais que ça convient vraiment
quand on sort un petit peu du domaine académique. Je pense que si on est trop junior, ça peut être encore un peu compliqué. Donc, tu dirais que c'est quelque chose qui est attractif plutôt pour les plus de 30 ans? Alors, en dessous aussi quand même, vraiment, parce que je pense que la maturité n'attend pas l'âge des années. Donc, je pense qu'on a aussi des profils plus juniors chez qui ça peut fonctionner. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de maturité. Parce qu'en holacratie, on est vraiment responsable, comme je l'ai dit, de son travail. Je vous donne un exemple tout bête. Si demain, mon Head of People and Culture veut changer le système de recrutement actuel, même si je suis responsable du recrutement, dans n'importe quelle boîte, il pourrait le faire sans me demander mon avis. Chez Coca, on va faire ce qu'on appelle une tactique, on va passer au vote pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, si les gens sont d'accord ou pas, il va devoir expliquer son point de vue. Et si j'ai, par exemple, moi je vote oui, mais qu'on a 3 stagiaires RH qui votent non, votez non. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, chaque personne a la même valeur et la même voix. Et peut-être encore une question par rapport à l'holacratie, je pense que c'est un sujet qu'on viendra aussi après dessus. Là, il y a un des points clés qui ressortait de l'enquête qui était la notion de valorisation. C'est-à-dire c'est un besoin, vraiment un besoin très important, et notamment quand on leur demande c'est quoi le sens pour vous, quand on parle de cette fameuse quête de sens, on pense tout de suite RSE, responsabilité environnementale, etc. Alors qu'en réalité, c'est ce besoin de valorisation. Et la question que je me pose, c'est en holacratie, justement, comme il n'y a pas forcément ce rapport de manager-managé, de gratification, de dire bravo, tu as fait un bon job sous cette forme-là, comme on a pu la connaître, comment est-ce que cette valorisation est vécue, ou au contraire, est-ce que parfois, justement, elle est peut-être pas vécue à cause de ça et ça peut poser problème? Alors, on a quand même un système très classique d'évaluation annuelle. On a quand même toutes ces choses-là. Donc ça, c'est déjà important. Et on célèbre aussi toutes les victoires chez Coca. Et on met aussi en avant, justement, chaque personne qui aide sur un projet. On est très actifs sur nos Slack. Les personnes sont relativement bien mises en avant en fonction de leurs équipes et des projets qui sont menés à bien. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au maximum. On célèbre aussi tous les jours les anniversaires de nos employés. Donc, on fait vraiment en sorte que les loots, parce qu'on s'appelle les loots chez Coca, puissent se sentir valorisés vraiment au quotidien. Et puis, là, on a lancé, et je peux le dire parce qu'on l'a lancé ce matin, l'info à toutes les équipes, on a lancé le Great Place to Work, donc c'est un label, on en parlera après, mais ça permet aussi à chaque personne, encore une fois, c'est des questions qui sont quand même très poussées dans ces labels-là, à chaque personne de donner son avis. On va avoir tout de suite un chiffre sur justement, est-ce qu'ils se sentent assez valorisés dans leur travail. Donc on pourra en parler dans un autre webinaire des résultats justement de cette enquête chez Coca, mais on en attend beaucoup. Et je pense que c'est un point important. Et chez vous, vous pouvez aussi peut-être vous dire la valorisation, est-ce que les gens se sentent valorisés, et quelque chose que vous pouvez évaluer à l'interne. Et je pense que c'est vraiment un point qui est clé aujourd'hui dans cette notion de prise de pouls à l'interne. Merci Aurélie. Du coup, Ludmila, comment ça se passe au TL sur justement ces questions qu'on a dit d'implication, de sens? Je sais qu'il y a un sujet, on a participé ensemble au prix RH numérique, il y avait la notion d'innovation qui était très présente, durabilité. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, alors je dirais que c'est assez intéressant qu'on puisse échanger avec Aurélie parce que nous sommes une entreprise centenaire dans les faits et puis on a vraiment opéré une phase de transition, une phase de transformation déjà à partir de 2018-2019 qui a apporté énormément de choses dans l'entreprise. Je dirais que pour nous, on a deux chemins différents. La première, au niveau de la quête de sens, alors on a la chance d'être dans une entreprise qui sauve la planète, puisque finalement, j'ai envie de dire que chacune sait aujourd'hui que l'objectif des transports publics de Lausanne, c'est vraiment d'opérer le report modal vers le transport public. C'est d'accompagner la transition écologique. Et là, on n'est pas dans le greenwashing pour le coup, parce qu'on est vraiment en œuvre au quotidien pour ça. Donc, tout ce qu'il nous faut déjà sur cet élément-là, c'est communiquer auprès de notre personnel, communiquer notre vision, communiquer qui nous sommes, communiquer nos objectifs. C'est vraiment le plus important, ce qui quand même est une gageure quand on est une entreprise de 1800 personnes qui a vécu 40% de croissance entre 2008 et 2018 et qui se prépare à vivre encore 40% de croissance d'ici à l'horizon 2030. Donc, la première chose, c'est communiquer sur cette vision, définir aussi le plan d'entreprise et puis impliquer les collaborateurs et les collaboratrices dans, je dirais, ce virage qu'on est en train d'opérer. On a pu d'ailleurs, à l'occasion de la vision 2030, rassembler l'ensemble du personnel dans notre dépôt de la Borde et célébrer cette vision, répondre aux questions des uns et des autres. Donc, informer, communiquer, ça évidemment, c'est la base.
Et pour nous, c'est un peu plus complexe du fait de la taille et du fait que sur les 1800 personnes, on a 920 conducteurs et conductrices qui peuvent être parfois difficiles, je dirais, à capter, à informer. C'est intéressant la question de l'holacratie puisqu'on a aussi mis en place l'holacratie sur la maintenance route. Il y a déjà plusieurs années, on pourra en reparler à l'occasion. Et puis derrière, c'est permettre aux gens aussi de se retrouver. On en a parlé, tu en as parlé un peu en introduction, ça ressort beaucoup de cette annonce, la notion de après 2 ans de Covid, on a tous été séparés les uns des autres et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on est une petite grande entreprise. Donc, on a toujours vraiment gardé ce côté entreprise à taille humaine et les rapports humains sont quelque chose d'essentiel. Donc, on a énormément de communautés qu'on va rassembler sur une base plus ou moins régulière. On a la communauté de l'encadrement qu'on va rassembler lors de Stamm de l'encadrement qui ont vraiment pour vocation de pouvoir permettre de s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres entreprises, se voir et échanger. On a la communauté aussi des jeunes professionnels en formation qu'on anime énormément et pour laquelle on a le label Great Place to Start de façon assez régulière de nos jours. Et puis la totalité des communautés de la conduite qu'on va, je dirais, auprès desquelles on va aller lors des espaces de pause et qu'on va essayer de rassembler aussi lors de différentes formations. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et puis la notion d'implication dont tu parlais, Aurélie, qui est vraiment essentielle. Donc cette notion d'implication, alors nous, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer, on parlait du prix numérique RH, effectivement, sur notre plateforme d'innovation qu'on appelle la ruche. C'est vraiment la création de cette plateforme et tout ce qu'on a mis en œuvre pour le recrutement, en fait, qui nous a permis d'obtenir ce prix. Mais finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on en a fait de cette plateforme d'innovation, avec notamment le déploiement de méthodes comme le design thinking, qui permet à une conductrice, à un technicien de maintenance ou à un responsable d'équipe de participer finalement à la conception des futurs projets ou à la réflexion sur les innovations qu'on pourrait mettre en œuvre. Ça, c'est quelque chose de très riche, c'est quelque chose qui responsabilise beaucoup les gens et qui nous permet, malgré la taille de l'entreprise, de mieux nous connaître et d'échanger. Donc, c'est un outil qui est vraiment extrêmement intéressant pour nous. Donc, pour la petite histoire, ce sont nos abeilles qui participent effectivement à ces différents projets, ce qu'on appelle des explorations. Alors, pour vous, chez Coca, je pense que c'est aussi votre quotidien. Mais pour nous, c'était assez nouveau. On a les loutres, on a les abeilles. On aime les animaux, exactement. Et donc, si je comprends bien, il y a vraiment cette notion d'implication qui est très forte. Et le challenge, j'imagine, tu pourras nous en dire un peu plus, mais c'est comment impliquer effectivement des gens du terrain. Tout à fait. Qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément d'adresse email, qui ne sont pas sur le chat, etc. Comment on les implique? Alors, ils ont tous une adresse email. Justement, quand on a opéré en fait ce chantier, on a appelé le chantier de la transformation digitale il y a quelques temps, l'objectif, c'était comment est-ce qu'on peut communiquer avec notre personnel. Donc, tout le personnel est équipé soit d'un laptop, soit géré d'un mobile d'entreprise ou d'une tablette qui lui permet de rester connecté à l'entreprise. Donc oui, nos conducteurs, nos conductrices, nos techniciens de maintenance, ils ont tous et toutes une adresse email, un accès à ITL également. C'est un moyen qui aujourd'hui est quand même passablement utilisé. On communique aussi sur notre site intranet, mais là on voudrait aussi pouvoir le faire évoluer pour le rendre un peu plus dynamique. Je crois qu'on a tous le même problème sur les sites intranet. Et puis sur le reste, comment est-ce qu'on arrive aussi à les impliquer? Juste en les rassemblant et en les fédérant autour de nos valeurs. On a des valeurs historiques fortes qui nous ont été insufflées par notre créateur, Adrien Pala. Et c'est vrai qu'on communique beaucoup et on réfléchit beaucoup à travers ces valeurs qui sont la volonté de progresser, le sens de l'accueil, le dynamisme et le professionnalisme. Donc, ça veut dire que là, je vais prendre le bus cet après-midi. Je suis en Lausanne aujourd'hui. Ouais. Si je pose la question au chauffeur ou à la chauffeur de bus, Ouais. c'est quoi les valeurs d'ETL? Normalement, elles sont connues. Tout à fait. Super, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque nous on fait des sondages aussi auprès du grand public. Oui. Et ce qu'on a remarqué, c'était que la notion justement par rapport à notre sondage, notre baromètre RSE, c'est que sur l'aspect durabilité, le premier secteur d'activité qui vient en tête de liste, ce sont les transports publics, comme étant les plus crédibles et vraiment les plus responsables, perçus en tout cas par le grand public. Et ce qu'on constate également, c'est que dans vos initiatives par rapport à la ruche au niveau de l'innovation, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des répercussions auprès du gros public. Bon, là, on est sur l'échelle lausannoise par rapport à des projets pilotes qui ont été mis en place et qui ont été testés. Ce n'est pas uniquement les participants et participantes à ces projets. On voit que le rayonnement est beaucoup plus large que ça, avec la collaboration des communes aussi selon la taille du projet. Tout à fait. Et on voit en tout cas qu'il y a aussi un gain d'image au-delà de l'attractivité employeur, parce qu'on n'a pas forcément, on ne vise pas forcément que de l'attraction du recrutement de profil, mais aussi d'être rayonnant et attractif au global.
En fait, ça nous permet vraiment de communiquer auprès de plusieurs personnes qui nous connaissent, mais qui ne pensent pas à nous en tant qu'employeurs. Et c'était un des éléments qui était ressorti d'une enquête qu'on a fait ensemble concernant l'attractivité et le positionnement des TL en termes de marque employeur. Tout le monde nous connaît. Une grosse partie des Lausannois, des Lausannoises, 80%, sauf erreur, pensent que les TL sont une bonne entreprise, mais finalement, on ne va pas forcément penser à y travailler. Donc, avec des initiatives comme ça, comme celle de la Ruche, et puis aussi comme tout un tas de certifications et de labels qu'on a pu faire, ça permet aux Lausannois, Lausannoises de nous envisager comme étant aussi un employeur et pas juste, je dirais, un transporteur qui a à cœur de rapprocher les gens. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet, puisqu'il est déjà 1h30, qui est le sujet de la flexibilité et de l'organisation du travail, qui est un sujet évidemment qu'on a beaucoup entendu ces 3 dernières années, notamment avec la question du télétravail, la grosse problématique moi, que je rencontre dans les entreprises, et on contacte souvent pour ça, de dire les gens ne veulent plus revenir. Comment on fait? Comment on les fait revenir? Et puis Parce qu'il faut les faire revenir. Est-ce qu'il faut les faire revenir? Et c'est un peu la question qu'on va aborder ensemble, justement, cette notion de mise en place du télétravail dans les bureaux, mais aussi qu'est-ce qui se passe justement quand on ne peut pas, parce qu'on a des professions où on ne peut pas seulement télétravailler. Enfin, si, on peut essayer le chauffeur de bus, mais c'est plus compliqué. Donc déjà, peut-être, Aurélie, comment ça s'est un peu passé chez vous et comment vous gérez ça aujourd'hui et quels sont les enjeux que vous rencontrez? Oui, alors déjà, souvent quand je dis, alors la guideline HR de Coca, c'est 1 journée par semaine au bureau. Après, chaque team, chaque cercle peut fonctionner différemment parce qu'il y a des cercles qui ont des problématiques différentes. Moi, par exemple, j'y étais 3 jours la semaine dernière, 2 jours cette semaine. Vraiment, on essaye d'être le plus flexible possible, mais ce qu'il faut savoir, quand on dit ça, souvent, c'est qu'on dit « Ah, mais Coca, c'est parce que c'est Coca ». Mais Coca, avant le Covid, n'avait pas de télétravail. Donc vraiment, Coca a gardé, en fait, à utiliser son expérience du Covid pour avoir les bonnes pratiques du télétravail et pour équiper aussi les salariés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander un bureau, une chaise, l'ordi, double écran, et on a tout qui est livré à la maison, hop, pour être sûr qu'on travaille dans des conditions optimales. Alors, c'est plus facile quand on est 217 que quand on est 5000, c'est sûr. Mais en tout cas, sur la flexibilité du temps de travail, aujourd'hui, elle permet, parce qu'on va aussi parler de diversité, de recruter des femmes qui sont les plus touchées par les temps partiels et pas nécessairement par choix, mais parce qu'avec la vie de famille, etc., c'est plus compliqué si elles n'ont pas cette flexibilité-là. Moi, aujourd'hui, si je n'avais pas Coca, je ne pourrais pas travailler à 100%, par exemple. Mais j'ai une entreprise qui me permet de pouvoir jongler avec mes jours de télétravail, décider que cette semaine, ce sera le lundi, l'autre jour, ce sera le vendredi, ou que ce sera 3 jours au milieu de la semaine. Et cette flexibilité-là, elle permet justement l'emploi de personnes qui ne pourraient peut-être pas travailler si on ne leur laissait pas cette flexibilité et de choisir leur jour en fonction des semaines. Tant que ça justement, que ça ne rentre pas en conflit avec le fonctionnement de l'équipe, mais en général, franchement, ça apporte surtout une flexibilité pour tous. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus recruter sans cette flexibilité-là. J'ai eu l'exemple avec des candidats qui sont venus vers moi d'une grosse société à Genève, que je ne citerai pas, en me disant ils ont arrêté tout télétravail d'un seul coup, de manière très autoritaire. Et puis, j'ai eu des candidats qui sont venus 3 semaines après. Finalement, ils vont nous remettre 1 journée. Mais voilà, on ne peut plus travailler aujourd'hui comme ça. Et puis, effectivement, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Par exemple, nous, on a la logistique. Donc, je pense que Nina aura encore plus sur le sujet avec ses conducteurs. Donc, ce qu'on a mis en place pour eux, par exemple, c'est les repas gratuits tous les midis. On est en train de travailler sur une nouvelle logistique aussi pour leur permettre d'être plus de flexibilité aussi. Donc, on est vraiment en train de se pencher sur le sujet. Et puis, sinon, les autres équipes en interne, c'est vrai qu'on a quand même... tout le monde peut travailler aujourd'hui à distance. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas du home office, mais vraiment du télétravail. On a aussi 1 semaine qui est possible de faire à l'étranger avec Coca de télétravail dans l'année. Donc, voilà. On fait en sorte d'être le plus flexible possible pour pouvoir permettre de recruter le plus de profils qui correspondent à nos besoins sans que cette flexibilité soit un frein au recrutement, surtout sur des profils pénuriques aujourd'hui. Ce qui est important peut-être de remettre au centre de la discussion, et ça je vous invite aussi chez vous à remettre au centre de ça, c'est on ne parle pas de télétravail, on ne parle plus de home office, on parle vraiment de flexibilité. Je crois qu'Aurélie l'a répété plusieurs fois, c'est le terme flexibilité n'est pas égal à télétravail. Donc à un moment donné, de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous la flexibilité, de quoi on a besoin, sans forcément entrer dans une
stratégie de liste au Père Noël, parce qu'on veut ça, 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 du coup on doit être flexible, on doit permettre ça. Mais de prendre vraiment cette notion, vraiment ce concept-là, au cœur de ce qu'il peut représenter. Et comme tu l'as dit, il y a des personnes qui vont pouvoir travailler depuis chez eux, d'autres ça va être depuis un autre endroit, d'autres ça va être 4 jours sur place, etc. Et d'être capable. Il y a des gens du matin, des gens du soir, donc être capable aussi, moi je sais que si je peux commencer à 10h, ça va pas gêner personne, si je peux reprendre des fois, parce que je sais pas, on a un truc d'enfant malade et que tout l'après-midi on n'a pas bossé, mais on va pas poser une journée, mais qu'on récupère et qu'on bosse différemment, enfin, c'est ça, cette flexibilité maximale en fait, de se dire tant que le job il est fait, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ça. Donc là, tu cites une mesure qui est assez intéressante, c'est les repas gratuits à midi pour les personnes dans la logistique. OTL, comment ça se passe? Comment vous avez pu répondre un peu à ces questions-là sur l'organisation du travail, on a lancé vraiment toute une politique de travail à distance déjà en 2019. Et on a été assez fiers parce que finalement, quand le Covid est tombé, ça nous a permis d'être extrêmement réactifs. Donc évidemment, la majorité de notre personnel travaille en horaire irrégulier, ne travaille pas sur site et la majorité des métiers ne peut pas travailler à distance tout simplement. Donc il y a une partie de la population, donc principalement des administratifs, qui sont passés en horaire flexible déjà en 2019. Donc on a ce premier point qui vous permet globalement entre 6h et 20h de pouvoir organiser votre journée de travail en fonction de vos contraintes. Donc on a supprimé tous les horaires bloqués pour le personnel administratif. Et puis la possibilité de pouvoir récupérer les heures qui sont faites sur des journées de récupération pendant l'année. En ce qui concerne le reste du personnel, et notamment le personnel de conduite, c'est 920 personnes sur la totalité des effectifs, nous avions déjà un système d'aménagement du temps de travail qui permet au final de découper une ligne en tranches de conduite et qui va permettre sur un système qui est aujourd'hui basé sur l'ancienneté, à nos conducteurs, à nos conductrices de choisir plusieurs fois par année leur lieu de prise de service et leur horaire. Ça va permettre notamment aux femmes et aux hommes qui en ont besoin de pouvoir s'organiser pour travailler tôt le matin ou travailler plutôt tard le soir ou travailler le week-end en fonction de vos contraintes. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, ce système qu'on appelle ATP est vraiment basé sur l'ancienneté. Donc, les plus anciens, les plus anciennes choisissent en premier leurs horaires de travail. Néanmoins, c'est un modèle qu'il va falloir peut-être repenser dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, on a quand même un gros volume d'engagement avec une grosse majorité du personnel, en tout cas qui grossit chaque année, qui a moins de 35 ans, avec des enjeux, peut-être des contraintes qui sont un peu différentes. Donc, on est en train de repenser aussi un petit peu ces éléments-là. Le troisième point, c'est le temps partiel. On en a parlé. Alors, on a toujours été ouvert au temps partiel. Néanmoins, on avait jusqu'à présent une problématique particulière justement sur les métiers de l'exploitation, la régulation, par exemple, ou certaines équipes terrain qui ne pouvaient pas bénéficier de jours de congé fixes. On avait un système de planification où votre jour de congé temps partiel changeait tout le temps. Ce qui, autant dire pour des raisons personnelles, ne répond pas du tout aux besoins. Et donc là, on a pu, à travers le projet diversité dont on reparlera, tester la mise en place du temps partiel fixe pour une classe d'élèves conducteurs et conductrices qui bénéficiaient de ces jours de temps partiel pendant la formation et après la formation. Et ce modèle a fait des émules puisqu'on est en train de le déployer également, notamment sur les systèmes de régulation. Donc ça, c'est sur l'organisation du travail. Et puis sur la partie environnement de travail, je suis complètement alignée avec les propos d'Aurélie. Effectivement, c'est essentiel de pouvoir proposer un environnement de travail qui soit flexible, qui soit inclusif, qui réponde aux besoins de l'ensemble du personnel. Ça passe par des locaux qui sont adaptés. Ça passe également par des services supplémentaires pour les collaborateurs, les collaboratrices. Alors, on est en train de tester plusieurs modèles de livraison de repas et je serais volontiers intéressée à échanger avec toi à ce sujet-là. Et puis, ça passe beaucoup par les outils, permettre aux gens de communiquer, permettre aux gens de s'informer, d'utiliser notamment les systèmes digitaux et Teams, par exemple, pour échanger. Ça, c'est le côté aussi innovant des TL et ce qui permet de communiquer avec tous ses collègues, peu importe l'endroit où ils sont. Et puis, on travaille pour ce faire en multisite. Nous avons toutes et tous la possibilité d'aller travailler depuis n'importe quel espace DTL. Donc, ça peut être le dépôt de la Borde, Vennes, le Flon et Chaland également. Tous les sites sont équipés de systèmes en flex. Et ça nous permet de répondre à un deuxième enjeu, l'humain. Rencontrer les gens, parce que ça veut dire qu'on peut aller sur place, on peut aller rencontrer ses collègues, on peut rencontrer le personnel de l'atelier. Et ça, c'est un élément qui contribue vraiment à développer cette humanité dans cette belle entreprise. Est-ce que, du coup, si je rebondis sur la partie justement de diversité dont tu as évoqué, oui. Est-ce que tu as vu déjà une évolution? Est-ce que toutes ces choses que vous avez mis en place, ça a eu un impact, notamment pour l'attractivité peut-être auprès de d'autres publics cibles? Parce c'est vrai que j'ai une image peut-être de mécaniciens ou chauffeurs de tram et autres qui sont peut-être
plus masculin, mais peut-être c'est une erreur, justement. Ce n'est pas une erreur. Un métier qui est genré, c'est bien ça la difficulté, c'est un sujet. Est-ce que ça a eu un impact peut-être de mettre tout ça Oui, en place? alors je dirais que ça, les mesures dont je vous ai parlé, c'est les mesures qui ont suivi l'analyse qu'on a pu faire avec Pôle Insight, justement. On a commencé par compter. Quand on parle de diversité, je crois que la première chose à faire, c'est compter. Voilà, on n'a fait que ça. Donc, on a compté, on a fait des enquêtes pour essayer de comprendre finalement pourquoi les gens ne s'intéressaient pas à nous et quelles étaient les attentes de notre personnel et les attentes du marché. Donc, on a plutôt travaillé sur la notion de culture, déjà savoir qui on est, ce que c'est que la diversité de genre au TL. Et quand on parlait du volet relatif à l'organisation du travail, ça, c'est la conséquence d'une mesure qu'on a pu mettre en place après avoir sondé le marché et sondé effectivement le personnel. Mais derrière, il faut le monitorer parce que les attentes, elles évoluent. Surtout que ce projet a été lancé en 2019. Entre-temps, il y a eu le Covid, la quête de sens, l'équilibre pro-privé, tout ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance. Et en ce sens, j'étais assez surprise par les résultats concernant la rémunération sur l'enquête que tu as donnée aujourd'hui. Donc oui, ces mesures, elles fonctionnent, mais il n'en reste pas moins qu'on a deux difficultés principales. C'est que c'est difficile pour une entreprise de lutter contre des biais de genre qui sont ancrés dans la société depuis des siècles, il faut être très clair. Donc on fait ce qu'on peut et je dirais pour y contribuer, ce qu'on fait, c'est mettre en avant des rôles modèles. Parce qu'on a énormément de femmes dans l'entreprise qui font des métiers extraordinaires. Alors, au niveau de la conduite, il y en a trop peu. On est à 8,3% aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on puisse continuer à travailler là-dessus. Mais de façon générale, on a atteint les 17%, en sachant que si on remontait à 2018, on était à 13,5%. Donc oui, ces mesures, elles fonctionnent, mais le chemin, la route est encore longue et ça ne passera que par une prise de conscience collective. Une des mesures qui, honnêtement, a le mieux fonctionné, fonctionne le mieux, ce sont les sensibilisations à la diversité de genre qu'on dispense à tout notre personnel entrant et à tout le personnel déjà présent, qui permet de poser le sujet sur la table, de débattre et de conscientiser finalement les actions. De voir l'éléphant dans la pièce. Exactement. Une des choses qu'on avait pu constater dans l'étude qualitative qu'on avait menée ensemble, c'est que les femmes justement qui exerçaient un métier dans un univers masculin aujourd'hui se sentaient mieux et plus à leur place aujourd'hui, donc bon, c'était en 2019, que quelques années auparavant, et notamment chez les populations les plus jeunes de moins de 35 ans, au niveau des carrières féminines. Et ce qu'on avait constaté également, c'était qu'il y avait un vrai enjeu sur ces annonces de recrutement, dont on parlera plus tard, Fanny, de comment les présenter pour qu'elles soient attractives et de travailler sur l'image au global de l'entreprise par rapport aux conditions de travail qu'elle offre. Parce que ce qu'on avait remarqué aussi, c'est qu'un des plus gros freins des femmes, c'était sur il y avait l'année de la rassurance sur ces aspects de sécurité, et puis et pas tellement sur le côté de me sentir finalement inclus dans un univers masculin, c'était plutôt de se dire, mais et alors avec mes enfants, je fais comment? Et les horaires et la rémunération et comment je vais être formée et il y avait tous ces aspects sur lesquels une communication plus globale pourrait déjà lever au niveau des incertitudes et des doutes. Voilà ce qu'on a tout à fait fait. On a mis en place l'écriture inclusive, notamment on s'est rendu compte avec effroi qu'en fait nos annonces étaient compliquées, pas très attractives et surtout qu'on parlait qu'aux hommes. Donc évidemment, si on parle qu'aux hommes, les femmes ne peuvent pas postuler. Donc ça, c'est un des éléments qu'on a fait. Mais sur cette notion de culture, pour y revenir, on a d'abord travaillé sur la culture pour ensuite communiquer. Parce que si on ne veut pas faire du woman washing, c'est exactement ça qu'il faut faire d'abord. C'est faire des analyses, c'est compter, c'est comprendre, faire des tests. Et puis ensuite, on est à l'aise pour communiquer. Et là, c'est ce qu'on commence à faire après avoir passé 3 années à travailler sur ce projet. C'est une magnifique transition sur notre troisième point, qui est justement cette question d'exemplarité en termes d'attractivité employeur, et avec justement cette dimension qu'on a un peu évoquée un petit peu jusqu'à maintenant de la diversité. Et du coup, comment ça se passe chez Coca? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et qu'est-ce qu'on a mis en place? Tu as évoqué avant aussi le Great Place to Work. Est-ce que tu peux nous en dire plus, que ça soit sur ce que vous avez mis en place pour cette attractivité et quid de la diversité chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Alors aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait chez Coca pour pouvoir attirer des profils aussi plus seniors, parce que l'image justement très fun et très cool de Coca fait qu'on a attiré beaucoup de profils juniors. Mais aujourd'hui, Coca se professionnalise sur toutes ses couches de métiers et on a besoin d'attirer des profils de 10, 15, 5, pour tout, vraiment tout profil va être important pour nous sur ce marché-là. Donc c'est vraiment tout. C'est un travail qui est en train d'être fait, donc je ne sais pas, on va commencer à avoir les fruits de ce travail-là, je pense, fin 2023, quand on va compter, parce que comme le disait très justement Lumila, il faut compter à un moment donné. Donc, on travaille là-dessus, et puis par rapport à comme tu le disais, à Great Place to Work,
On se demande souvent, est-ce qu'il faut des labels? Est-ce qu'en termes d'attractivité de marque employeur, en fait, ces labels-là, ils donnent une certaine assurance aux gens qui postulent. On a parlé ensemble des labels sur les salaires aussi. Exactement, donc c'est un sujet sur lequel on se penche et j'espère qu'on va pouvoir implémenter ça aussi si ce n'est pas 2023-2024. Et le Great Place to Work, en l'occurrence, on l'a choisi parce que les questions sont très poussées, parce qu'on va vraiment avoir un audit de ce qui se passe en interne et on ne peut pas travailler sur l'externe tant qu'on n'a pas travaillé sur l'interne. Donc notre marque employeur ne pourra pas rayonner tant qu'on n'a pas en interne fait le job pour qu'elle puisse vivre vraiment. On a les valeurs de Coca qui ont changé, elles vont bientôt être communiquées à toutes les teams. Donc, on a aussi fait tout un travail de rebranding et des valeurs vraiment fortes de Coca qu'on sera ravis de communiquer prochainement. Et encore une fois, on va voir comment on les fait travailler, on les fait vivre en interne pour que ça rejaillisse sur l'externe. Je dis souvent qu'en fait, on a l'ego d'une entreprise et ce qui se passe à l'extérieur, donc la marque employeur, c'est l'écho. Et ça ne peut pas être dissonant. Donc, on a vraiment beaucoup de choses là qui ont été mises en place pour qu'on puisse bientôt mesurer vraiment ce que c'est que de travailler chez Coca. Et tu m'avais justement dit, quand on préparait ce webinaire, comment on fait quand on voit des fois des avis négatifs. Ah, mais travailler chez Coca, c'est pas comme on dirait, que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voit. Alors, effectivement, si l'objectif, c'est d'aller faire des barbecues et faire des apéros, on ne fait pas que ça tout le temps. Ouais. C'est la fin d'un mythe. C'est ça, même on a un super rooftop dans notre nouveau QG sur lequel on en fera plein. Mais voilà, le but, il est vraiment d'être honnête, de ne pas mentir, surtout en entretien, d'être très clair sur comment on fonctionne, parce que les gens ont déjà une image, peu importe la société, on a toujours une image de la société un peu fantasmée, que ce soit Coca, LTL, Rolex, je ne sais pas. Et c'est vrai que chez Coca, c'est très waouh et très waouh. C'est vraiment l'effet waouh Coca, très fun. Ouais. C'est ça. Et nous, on a besoin de ramener un peu de sens là-dedans, de ramener un peu de sérieux parfois, pour pouvoir attirer des profils justement plus seniors. Qui peuvent se dire c'est bien les apéros, mais moi j'ai une vie de famille, non, j'ai pas envie d'avoir des after-work tous les soirs, et c'est complètement normal en fait, c'est pas ce qu'on fait. Donc c'est vrai que je vais fitter du coup quand même ça, si je suis comme ça. C'est ça, exactement. Donc je vous rassure, vous allez tous fitter, vous pouvez tous postuler, mais voilà, on va vraiment travailler en tout cas sur ça et sur changer un petit peu ce mindset-là et faire en sorte que Coca, ouais, c'est fun, c'est vraiment cool. Mais alors, par contre, ça bosse derrière. Et ça, c'est un truc qu'on avait peut-être oublié jusque-là dans l'ampleur d'un début de Coca. Oui, c'est intéressant parce que du coup, l'entonnoir, il est un petit peu différent. Vous n'avez pas forcément le temps de travailler sur cette visibilité, attractivité, notoriété. On doit la ressentir. Par contre, vous avez c'est un travail de marque employeur fort. Exactement. Qui est juste un petit peu différent. C'est le syndrome de Michel et Augustin, moi j'appelle ça. Oui, tout à fait. C'est vrai. Ce travail inverse, parce qu'ils recevaient aussi énormément de candidatures, mais qui ne collaient pas à ce qu'ils cherchaient, vu qu'il y avait le décalage entre vécu, perçu, etc. C'est exactement ce qu'on a chez nous. Aujourd'hui, quand je poste des annonces, je me retrouve, alors c'est un problème de riche, parce que j'ai connu l'inverse aussi, mais je vais me retrouver avec 150-200 candidatures sur la semaine sur un poste à traiter. Aujourd'hui, j'ai 9 postes ouverts et je suis toute seule au recrutement. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir une marque employeur qui va attirer les profils dont j'ai besoin. Par rapport à ces questions de label, de certification, sur quoi vous travaillez aussi, c'est quoi un peu ta position par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On a un petit peu parlé. Alors, je dirais qu'il y a eu un avant et après l'enquête qu'on a faite sur le projet diversité de genre, parce qu'effectivement, un élément qui nous avait beaucoup surpris aussi avec Esther, c'est le fait que la majorité des femmes actives du compte en nouveau, puisque je crois qu'il y avait 409 personnes qui avaient été interrogées, et bien au final, ce qui était le plus important pour elles, c'est qu'une entreprise puisse garantir l'équité salariale. Alors, je vous avoue, je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu ça, parce que c'est quand même un peu la loi au départ, il me semble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les femmes ne croient pas. Elles ne croient pas que les entreprises sont en capacité de faire respecter la loi et elles ont besoin d'avoir une assurance. Et c'est la même chose pour Great Place to Start ou Great Place to Work. C'est-à-dire on a une très, très bonne image en matière d'engagement de jeunes professionnels en formation, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on prouve finalement les choses. Et donc ça, c'était vraiment assez intéressant. On s'est lancé dans cette démarche-là avec Fair and Pay. On a été certifié et ça nous a permis aussi de développer notre notoriété et notre attractivité auprès des femmes actives. Donc, tu as vu concrètement des résultats? Oui, j'ai vu concrètement des résultats et des impacts, ne serait-ce aussi que dans le volume de candidatures féminines, qui était vraiment proche de zéro sur les fonctions d'exploitation. On avait beaucoup de candidatures sur la partie administrative, mais sur les vrais métiers, ceux sur lesquels on recrute beaucoup,
puisque c'est l'exploitation, la conduite. Là, on n'en avait pas assez. Donc, finalement, ça nous a permis de nous faire connaître en tant qu'employeur auprès d'une niche dont on a besoin et qui ne nous connaissait pas. Si on peut prendre cette question des labels, finalement, c'est une question que je reçois beaucoup aussi de la part des entreprises, c'est, bon, on fait quoi? Est-ce qu'on prend un label, on fait un label, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que c'est du temps, c'est de l'argent, c'est un gros investissement, donc ça vaut vraiment la peine de se poser la question. Et vous confirmez un petit peu les propos généralement que je recommande, c'est de dire, choisissez déjà bien si vous avez une démarche comme ça, mais l'intérêt premier n'est pas le label. Finalement, le label, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui vient un peu valider toute la démarche, mais ce qui est important, c'est la démarche interne qui est en train de se mettre en place. Que ça soit Great Place to Work, Great Place to Start, Fair on Pay, ça demande des process, ça demande des analyses, ça demande des audits, etc. Et c'est là que c'est intéressant finalement. Et donc de bénéficier de l'intérêt du label, oui, mais le label ne doit pas être la fin en soi. En fait. Non, c'est tout le travail en amont et puis c'est vraiment quand on fait un check-up médical en fait. C'est ça, en fait, on va faire un check-up de la boîte pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ça va nous donner des inputs sur tout. Mais il faut être capable aussi de voir cette réalité en face et de travailler cette réalité. Parce que si c'est juste pour recevoir les résultats et de se dire, OK, on n'est pas égaux en termes de salaire, bon, super. Et après, on passe au sujet d'après, ça sert à rien. Donc, et puis, c'est beaucoup de temps, d'argent, d'investissement. Donc, effectivement, il faut derrière avoir les ressources pour être capable de travailler sur les problématiques qui vont être identifiées. J'ai des fois les cas d'entreprises qui sont assez petites et qui n'ont pas forcément les moyens parce que ce qu'on ne dit pas, c'est ce que ça coûte non plus financièrement aussi, des labels comme Great Place to Work, c'est quand même un certain investissement. Et c'est là que peut-être des fois des enquêtes, un travail d'enquête aussi, vous avez pu faire aussi. On a fait aussi un travail d'enquête. Qui va peut-être être moins coûteux qu'un label, mais par contre, toute la démarche peut être assez similaire, ou en tout cas avoir cette intention derrière. Et c'est des manières de faire un petit peu ce pas sans forcément aller dans la machine à laver du label. Oui, alors à la fois c'est bien, mais en même temps, le label, ce qui prouve, c'est qu'il y a quelqu'un qui est complètement externe à votre entreprise qui a tout analysé. Parce qu'avant d'en arriver au label, on a signé la charte pour l'égalité salariale de la Confédération pour les organisations proches du domaine public. Mais ça, c'est un engagement. On a aussi été contrôlé par certains organismes, parce qu'une fois qu'on signe cette charte, derrière, il y a un organisme de contrôle. Mais c'est pareil, c'est un organisme de contrôle de l'État. C'est pas des consultants externes qui vont tout passer au crible. Donc, moi, je reste persuadée que malgré tout, le jeu en vaut la chandelle. Il y a différents labels, il y a différents prix. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ce qu'il faut, c'est effectivement pouvoir s'appuyer sur l'expérience d'autres personnes, se benchmarker, faire appel à d'autres entreprises, à son réseau, pour comprendre ce qui se passe dans l'analyse et dans la certification, voir ce que ça coûte, faire des comparatifs et puis s'inspirer des meilleures pratiques. Est-ce que Aurélie, tu serais ouverte à typiquement s'il y a des questions, des gens qui ont des questions sur Great Place to Work, tu te contactes, bien sûr, qui te demandent ton avis justement sur la valeur et le process? Tout à fait, surtout qu'on a lancé ça ce matin. Okay. Donc, voilà, c'est très super. Il est 52, donc je sais qu'il y a quelques questions qui ont été posées, notamment quand on vient, qui pose la question sur l'holacratie et la notion de à distance, le management à distance. Comment manager à distance un manager? Alors, on a tous des redevabilités en holacratie, donc on a tous un job qui doit être fait et qui est très clair en fait. Donc du coup, j'ai envie de dire que le travail, il est fait et que si jamais on voit qu'il y a un souci pour une raison ou une autre, par exemple, moi, je fais du recrutement, si je suis la seule à en faire, si je recrute plus et qu'on voit plus d'entrée, on va savoir qu'il y a un souci. À ce moment-là, j'ai un leader de cercle. On a quand même des leaders de cercle qui font en sorte que, par exemple, tout le monde ne pose pas ses vacances en même temps, qui font en sorte de gérer un petit peu tout ça. Donc là, je vais avoir mon leader de cercle qui va venir et regarder ce qui se passe dans mon organisation de temps de travail aussi et qui va regarder comment ça fonctionne. Mais c'est pour ça que l'holacratie, je dis, responsabilise vraiment les gens. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se cacher derrière les autres. C'est qu'on a quand même un système qui fait que notre manager, c'est nous. On a besoin d'avoir des tempéraments du coup qui sont un peu entrepreneuriales aussi. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas pour tout le monde. Si on est un simple exécutant, ça peut être un peu compliqué. Donc oui, non, je le répète, c'est pas pour tout le monde, mais du coup, c'est comme ça qu'on manage sans manager. En fait, on fait en sorte que chacun de nos employés soit le manager de soi-même. C'est la responsabilité. C'est vraiment la responsabilité parce que on voit que c'est tellement individuel que cette reconnaissance, ce sentiment de valorisation et de bonheur au travail passe par une responsabilisation de soi qui me permet de m'impliquer et donc d'être reconnu et donc de me sentir utile et d'avoir plaisir à me lever le matin. C'est exactement ça. C'est vraiment le fait d'être... on sait ce qu'on a... En fait, on est des adultes, on part du principe qu'on sait ce qu'on a à faire. Après, quand ça ne joue pas, si ça ne joue pas, là, on aura d'autres choses derrière qui vont se mettre en place. Je dirais peut-être un peu comme une organisation classique finalement. Au bout d'un moment, on est quand même là pour délivrer, on est quand même là pour faire un job, aussi fun soit-il.
Donc voilà, il n'y a pas derrière de miracle. Hein. Si le job n'est pas fait, le job n'est pas fait. Mais par contre, on va d'abord aller s'assurer qu'il n'y a pas un souci, on va d'abord y aller avec beaucoup d'empathie et de bienveillance, surtout qu'on a un Head of People and Culture qui a une société annexe qui s'appelle Kindness for Business. Donc, on va faire vraiment les choses. On part du principe que les gens font de leur mieux. Et ça change aussi le prisme. On va vers aussi un monde où il y a la totale transparence, la confiance, et puis l'authenticité, d'être vrai, d'être soi, et d'être honnête. Donc, il faut que les règles du jeu elles soient jouées des deux côtés. Exactement. Pour nous, c'était un vrai tournant hein, quand on a mis en place le travail à distance en 2019. On a vraiment travaillé avec les équipes d'encadrement et avec les collaborateurs et les collaboratrices en dispensant des sessions de sensibilisation, de formation. On a échangé sans tabou sur finalement qu'est-ce qui vous fait peur dans le travail à distance. Mais alors j'aimerais bien avoir des livrables, j'aimerais bien savoir ce que fait ma collaboratrice, mon collaborateur. Est-ce qu'ils vont faire tourner une machine ou tourner la pelouse en parallèle? Et il a fallu casser ces images. Et c'est pour ça qu'on était vraiment ravis de pouvoir le faire en 2019. Et ensuite, pendant une période d'1 année, sauf erreur, on a monitoré la satisfaction de l'encadrement et du personnel à travers vraiment des sondages de prise de pouls, comme ça qu'on avait à peu près tous les mois. Et c'est ça qui nous a permis, toujours avec vous, qui nous a permis vraiment de pouvoir faire des ajustements au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. Il y a eu des moments de panique et puis il y a aussi des moments de panique. des outils, les outils à distance, ça vous fait un dessin. Tout à fait. C'est compliqué. Ouais. Intéressant. Et il y a un thème qui est soulevé aussi dans les questions quand on vient sur cette notion de flexibilité, de diversité. On parle de plus en plus du job sharing, voire du top sharing aussi, qui sont des méthodes qui permettent vraiment cette flexibilité-là et peut-être cette attractivité de la diversité. C'est excellent. Oui, alors en fait, on est en test, mais on a commencé par le tester sur nous-mêmes, aux ressources humaines. Donc, j'ai aujourd'hui 2 métiers qui sont en job sharing total, donc 2 HRBP. Et puis des assistants de recrutement qui sont en parallèle en études. Honnêtement, ça fait pas 1 année maintenant qu'on a lancé ce modèle-là, mais c'est extraordinaire. Moi, je ne fais que le recommander. J'en parlais pas plus tard qu'hier avec un chef de projet technique en lui disant mais ça serait super chouette de faire ça aussi dans la technique. Les intérêts, ils sont vraiment divers. Déjà, on croise les regards, on est 2 et on réfléchit ensemble, ce qui permet vraiment d'avoir une approche un peu plus innovante des problématiques. Deuxième élément, en termes d'équilibre professionnel et privé, une des premières choses que m'a dit une des job shareuses quand elle est revenue de vacances, elle m'a dit c'est extraordinaire, c'est la première fois que je pars en vacances et je reviens, je suis sereine. Parce qu'effectivement, il y a les boîtes mail partagées, elles sont complètement interchangeables sur les 2 métiers. Et au niveau de mon pool d'assistants recrutement, j'ai un jeune homme et une jeune femme. Et là, c'est la même chose pour nous d'un point de vue opérationnel. C'est du caviar, c'est-à-dire qu'on a toujours des réponses à nos questions, il y a toujours quelqu'un qui est là. Donc, on augmente notre force de frappe, on croise les regards, on fait plus d'innovation. Donc, maintenant, notre objectif, c'est de pouvoir mettre en avant ce nouveau modèle de collaboration et de pouvoir le déployer sur des fonctions plus techniques où on a aussi des difficultés de recrutement, notamment de femmes. Ce que j'entends aussi dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment une notion d'expérimentation. Il y a un moment donné, il y a plein de choses qui existent. Il faut essayer, il faut tester, mettre en place, puis après on fait le bilan. Puis là, dans le cas présent, un bilan qui a l'air positif, en tout cas dans cet exemple-là. D'ailleurs, est-ce que tu es ouverte à ce que les gens aussi t'écrivent pour parler? Mais alors, avec grand plaisir, c'est ce qu'on a fait en fait avant de le lancer. Pendant plus de 6 mois, avec la HRBP concernée, on a pris des informations, on a fait des analyses pour essayer de prendre les meilleures pratiques un peu partout, puis d'éviter les écueils. Et ça nous a permis de gagner du temps, notamment dans les processus de travail. Mise en place d'une boîte mail partagée, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de super méthodes et outils qui ont été testés par plein de gens avant nous. Et puis pour faire un peu de pub, je sais qu'il y en a 2-3 qui sont présents dans l'audience, mais il y a l'organisation Job Sharing qui existe justement et qui accompagne les entreprises à l'implémentation de ce genre de process. Donc Corinne Lemonet, je crois que je l'ai vue, elle est là. N'hésitez pas à les contacter aussi, mais rien que pour poser des questions sur comment ça veut dire quoi concrètement et comment on le fait. Je pense que c'est des choses à démocratiser. On arrive gentiment aussi. Donc, je suis ravie d'échanger. Alors, on pourra échanger. Heureusement qu'on va manger ensemble. On arrive aussi gentiment au bout. Je vais faire après un petit résumé wrap-up. Mais avant ça, est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question que vous souhaiteriez poser à ces personnes ici? On pourrait rester là encore quelques heures, mais je crois qu'on a tous peut-être des choses à faire. Donc, s'il reste une question, on y répond volontiers. Sinon, je vais gentiment... Peut-être que la question viendra aussi à la fin du wrap-up. Donc, on a abordé beaucoup de choses.
Je vous remercie. On a parlé de valorisation et de sens. Dans la valorisation et de sens, il y a vraiment cette notion voilà, qui est ressortie de gouvernance partagée, mais qui vient sur la notion de responsabiliser les gens, qui était important. On a parlé de célébrer les victoires. Je crois que des deux côtés aussi, c'était important d'avoir ces moments phares. La communication et impliquer les collaborateurs, qui est crucial, et je ne cesse de le répéter, ceux qui me connaissent savent que c'est voilà, mon mot d'ordre. On a parlé label, donc comment bien les choisir aussi et savoir pourquoi est-ce qu'on passe par un label, une vision qui est claire. On a parlé de flexibilité et d'organisation, donc de reprendre le terme de flexibilité, de le remettre au centre vraiment pour ce qu'il est et pas égal télétravail. Il y a des repas gratuits, il y a des environnements, il y a de la flexibilité sur les lieux où on peut partir. Les TL ont expérimenté aussi les zones comment l'aménagement du travail par rapport aux zones. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été expérimentées. Et pour la marque employeur, là, on en a beaucoup parlé. Vous savez que c'est un petit peu aussi mon dada et mon cheval de bataille et ce qui me tient très à cœur. Et ce que j'avais envie de parler avec vous aussi, c'est peut-être vous dire les 3 choses que je vois, les plus grandes erreurs en fait que je vois surtout en marque employeur dans les entreprises. Déjà, c'est qu'on confond souvent marque employeur et marque recruteur. J'ai bien aimé quand tu as dit avant, on a l'ego de l'entreprise qui pourrait être un peu cette notion de marque employeur et on a l'écho qui va peut-être être plus cette marque recruteur, en tout cas ce qu'on va diffuser à l'externe. Donc bien faire la différence et de savoir que la marque employeur est là pour fidéliser, mobiliser, développer, attirer. Et ce n'est pas juste pour recruter. Donc déjà, un premier point, et ne pas tomber dans cet écueil-là qui est important. Un deuxième, j'aime bien parler de tour d'ivoire et de paillettes. Tour d'ivoire, pourquoi? C'est qu'une des erreurs principales que je vois, c'est marque employeur, on a une pièce, il y a quelques personnes dans la pièce qui en décident tout, on décide l'IVP, les valeurs, comment on va créer la marque employeur, comment on va décliner tout ça. Alors que finalement, ça vient du cœur, ça vient des collaborateurs, on implique avant tout, on va sonder, on va chercher cette information, tu vas parler de calcul, tu vas parler de faire cet état des lieux qui est hyper important, et d'implication des collaborateurs, c'est la clé, sinon ça va dans le mur. Et les paillettes, pourquoi? Authenticité, je crois qu'on l'a dit. C'est le centre de tout, l'authenticité. Si on commence à saupoudrer de paillettes, l'erreur principale que je vois, c'est qu'on va passer peut-être par des agences de marketing pour développer une stratégie marque employeur, alors on va être forcément à côté de la plaque. Et le troisième point, et on l'a cité aussi, et je trouve intéressant, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et à personne. Et à personne. One size fits all ou one size fits none. Donc vraiment se mettre ça en tête, que le but c'est de cibler, de savoir à qui on s'adresse et dans quel but, à commencer par l'interne. Là, peut-être pour le petit. Il faut des matchs, un vrai match. Et il faut un vrai match. Exactement, le match est super important. Peut-être qu'il y a eu une petite question en attendant. Le replay sera disponible. N'hésitez pas à nous envoyer aussi un message si jamais sur LinkedIn, parce que je ne sais pas si c'est possible qu'on envoie sur le lien. Mais bref, ceux qui veulent vraiment l'email, le replay, envoyez-nous un message. Mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde l'ait, évidemment. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a des merci. Il y a des merci. Du coup, ça fait plaisir. On reste, on l'a tous dit, mais on est disponible aussi pour pouvoir partager avec vous. Si vous avez des questions, on rappelle évidemment Open Insight pour tout ce qui est études de marché. Avec, moi, je l'ai expérimenté avec eux, une rapidité, une capacité justement de vraiment aller sonder un marché qui est ici, là, qui était basé sur la Suisse romande. Donc, des échantillons représentatifs, c'est vraiment golden, comme j'aime dire. Ça fait du bien. On a Ludmila qui a aussi qui a expérimenté beaucoup de choses au TL. Donc, c'est chouette de pouvoir avoir des retours d'expérience. Et peut-être que vous avez aussi des questions précises. Donc, échanger avec Ludmila. Chez Aurélie, voilà, Coca, c'est chouette aussi d'avoir un peu l'envers de ce qu'on voit. On voit beaucoup de choses, mais c'est difficile de se représenter. Donc, de pouvoir savoir un petit peu plus loin là derrière. Et moi, évidemment, je reste votre serviteur, marque employeur. Donc, je reste à disposition aussi pour toutes ces questions-là. Et tu me retrouves en replay avec cette belle énergie. Merci d'avoir passé une heure avec nous avant votre pause de midi, d'avoir pris cette parenthèse pour être là et nous écouter. C'était un plaisir en tout cas d'échanger. Merci à nos invités. Merci beaucoup. Bon appétit à toutes et à tous. Et bon appétit. Il est 12h03 et on a tenu le timing et je suis assez fière de notre job. Bravo. Bravo. Au revoir tout le monde. Merci. Merci.